parler d'abord. Laissez-moi parler. Je vous ai regardé. J'ai compris que les gens n'ont pas compris. Toujours pas. Et quand je vois ça, et je vois toujours la foi que le président met dans ce combat-là, honnêtement, ça force encore plus mon respect. Ça aurait été d'autres personnes, il y a longtemps, ils auraient abandonné. Vous ne comprenez pas que la pression par la dénonciation que nous sommes en train de faire là, mais ça gêne, et à force de faire cette pression, à force de dénoncer, on finit toujours par créer arriver à une étape de non-retour. Quand Ouattara était dans l'opposition là, est-ce qu'il savait qu'il allait venir au pouvoir? Vous l'avez vu, une fois il a lâché le pouvoir de Laurent Gbagbo, a commencé même par Bédié. Il a toujours dénoncé ce que Bédié fait, même si Bédié ne fait rien. Mais est-ce que ça n'a pas fini par avoir raison d'eux? Mandela était en prison pendant 27 ans. L'ANC aurait pu abandonner. Est-ce que nous, on est confrontés à ce à quoi les Sud-Africains sont confrontés? Est-ce que c'est la même chose même? Vous savez tous, l'apartheid, comment est-ce que les gens étaient massacrés, sérieusement, pendant plus de 27 ans. Freeman, c'est à vous, ne le bloquez pas Freeman. Vous voyez, c'est à ce genre de personnes à qui il faut parler. Freeman, c'est des gens qui ne sont pas intelligents, qui manquent de réflexion. C'est-à-dire, ils ont besoin que quelqu'un vienne, comment je peux dire, faire ou alors défendre leur avenir pour eux-mêmes. Toi, tu es sûr que si toi, Freeman, Laurent Gbagbo te disait de sortir, toi, tu allais sortir? Lui, il s'appelle Freeman, toi, tu allais sortir? T'es pas intelligent, frère. T'es trop bête. Ce qu'elle vient d'expliquer là, faut comprendre. Bon, bloquez-le maintenant. Non, mettez pas en soudine, bloquez-le. Attends, il va dans les trucs. Je veux bien parler, c'est pas pourquoi les gens me... Attends, il fait bon tes blagues d'abord. Je vais expliquer les choses. Je reviens à ce que j'ai dit. Je reviens à ce que j'ai dit. Il y a Ouattara qui, quand il était dans l'opposition, là, il a fait une chose que le président Laurent Gbagbo a fait, mais en mieux, en s'appuyant sur la loi. Lui, Ouattara, il ne s'est pas appuyé sur la loi. Mais est-ce qu'à un seul moment, Ouattara a laissé respirer le pouvoir d'Henri Konan Bédié? Je vous pose la question. Ça n'a été que dénonciation sur dénonciation, calomnie sur calomnie, insulte sur injure, communication morbide sur communication morbide. Mais à chaque fois, il y avait toujours de quoi dénoncer le pouvoir d'Henri Konan Bédié. À une telle enseigne que, en le faisant, ça crée ce qu'on appelle l'exaspération en politique, et ça conditionne plus ou moins l'actualité politique, et ça fige les regards et les consciences sur ce qui est en train de se faire. Imaginez-vous, on ne dit absolument rien. On regarde, on laisse faire Ouattara. On perd tout. Il faut quelqu'un pour toujours appuyer à fond l'accélérateur concernant ce qui se passe. Pourquoi toutes ces mises en scène que vous voyez pour décrédibiliser Laurent Gbagbo, pourquoi ça ne vous interpelle pas? Parce que celui qui donne la valeur à la lutte, mais qui aussi gêne considérablement le pouvoir de Ouattara, sans les armes, c'est Laurent Gbagbo. Comme on n'arrive pas à le faire taire, et qu'il jouit d'une certaine crédibilité aux yeux des Ivoiriens, il faut le faire passer pour un vil personnage, pour un pantin. Donc, on fait une communication de, comment je peux dire ça, de salissure à son encontre, où on dit qu'en fait, Laurent Gbagbo, il était de connivence avec la rébellion, et de plus, il se fait manipuler, et de plus, il ne connaît rien. Donc, si un tel personnage est dépeint de la sorte,
qu'est-ce qu'il va venir dire encore qui va avoir de la valeur? Parce que, bon, ce n'est rien. Donc, toute cette cabale est orchestrée, organisée contre une seule personne et les gens ne comprennent pas pourquoi. Et c'est toujours dans sa direction. Black, sors de veille, pardon. Ça fait chuter mon panel. Sors de veille, s'il te plaît. Ça fait chuter mon panel. Mais si t'es occupé, tu descends, après tu remontes. Ok? Donc, Ouattara, quand il est dans l'opposition, il est au taquet avec Conan Bédier. Mais quand Bédier tombe et que le président Laurent Gbagbo vient, la première des revendications qu'il va faire, c'est que je ne reconnais pas le pouvoir de Laurent Gbagbo. Et que lui n'attendra pas 5 ans. Est-ce qu'il s'est empêché un seul instant de continuer à dénoncer les diatribes en griffe, ou alors les imperfections, ou alors de dire tout et n'importe quoi sur le pouvoir de Laurent Gbagbo? Non, il a continué. Il n'a jamais arrêté de le faire. À telle enseigne que ça a créé quelque chose auprès d'une certaine population qui était en griffe de la même région que lui et qui ont décidé de l'accompagner dans son plan machiavélique de venir porter le glaive dans la mère patrie, donc d'attaquer la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il a toujours dit que Laurent Gbagbo est sectaire. Laurent Gbagbo tue les musulmans. Il a fait ça. Et quand ça a franchi le Rubicon, il a été facile pour lui de monter la rébellion avec l'appui de cette oligarchie occidentale-là pour faire tomber le président Laurent Gbagbo. Maintenant, pourquoi quand Laurent Gbagbo le fait, il ne se tait pas, il accule Ouattara, il dénonce, et en plus, ce qu'il dit de Ouattara est vrai. Pourquoi nous, on ne peut pas lui porter notre soutien? C'est bizarre quand même, hein? Donc, ce que le président fait là, on appelle ça de la politique, mais une politique qui est stratégique et qui est pure, parce que si on l'entend d'une oreille qui est très bonne, on va arriver à bout du pouvoir de Ouattara, parce que Ouattara, vous avez vu qui se cache derrière Ouattara. Donc, à force de savoir, à force de dénoncer, les gens ont fini par sortir leur tête dans l'eau. Donc, comprenez que on est un combat qui est d'une ampleur, mais trop important. Mais le président sait que s'il n'y a pas quelqu'un pour dire à chaque fois, non au 4e mandat, on ne veut pas de Ouattara, on aura définitivement perdu. Il faut arriver à un point de saturation où, une fois que les conditions auront été vraiment préparées, tout sera rempli, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Mais qui doit porter ce que le président fait? C'est nous. Moi, je ne sais pas si on doit dire beaucoup de choses. Et je suis content parce que le président ne regarde pas certaines choses. Parce que s'il voulait regarder ça, il aurait baissé les bras, il aurait laissé tomber. Bon, Laurent Gbagbo ne parle plus, il se retire. Expliquez-moi ce qui se passe. Vous qui l'accablez là. Le président Laurent Gbagbo se retire. Il fait plus de il fait plus rien. Est-ce que vous savez le fait d'ouvrir la porte pour la CPI? Vous savez ce que ça va entraîner à la suite? Parce qu'il explique que si je ne suis pas allé aux élections, je suis allé aux élections avec les armes, il y a 2 raisons fondamentales. Il y a ceux qui soutiennent Ouattara à ce moment-là, qui nous ont mis la pression. Pourquoi? Parce que, oh, ça m'énerve même d'expliquer tout ça même. Ça m'énerve encore. Je ne comprends pas pourquoi on ne perçoit pas facilement ce que le leader est en train de faire. Il ne faut pas se taire. Quand Mandela était en prison là, c'était les Mbeki là qui étaient sur le terrain. Les Zouma que vous voyez là. Mais ils ont mené la résistance. Ils n'ont jamais... Est-ce que les Blancs qui étaient au pouvoir en Afrique du Sud là, il y a quelqu'un qui pouvait leur faire quelque chose? Et puis c'était des Blancs. Donc, ils avaient l'aval de la communauté internationale. C'est les Blancs qui dirigent le monde là. En tout cas, c'est la vérité. Il y a eu massacre sur massacre. Qui vous avez vu condamner les massacres en Afrique du Sud? Qui vous avez vu condamner les massacres en Afrique du Sud? Qui? Mais est-ce que c'est pour autant que l'ANC, avec son leader en prison, a abandonné la lutte? Ils ont continué de faire les marches. Mais allez-y vous renseigner
de dénoncer, de battre le pavé. Même si les gens font 1000 investitures, nous, on n'est pas d'accord avec. Il faut adopter cette posture-là. À force de maintenir la posture, cette pression permanente sur le pouvoir des Blancs en Afrique du Sud, là, est-ce que ça n'a pas amené les gens à la table de discussion? Est-ce que ça n'a pas amené les gens à la table de discussion? Est-ce que ça n'a pas débouché à la libération de Mandela? Est-ce que le peuple n'a pas eu raison finalement? Donc, de quoi on a... C'est quoi qui fait que, genre, c'est tout est fini, là? Donc ça, le président n'a qu'à venir s'asseoir pour vous expliquer ça? Non, c'est trop évident. On ouvre une porte. Quand une porte semble être, on continue, on ne laisse pas. On a défini que on ne fera pas le 4e mandat. On ne le reconnaît pas. C'est un coup d'état constitutionnel. On apporte les dispositions, les preuves et tout. Mais avant ça, voici ce qui s'est passé. Il y a eu des assassinats, il y a eu des meurtres, il y a eu une rébellion qui a été oudie. Il y a un camp qui a été jugé. Celui qui a été à la base de ça, c'est lui qui est en train de faire investiture aujourd'hui. J'appelle à ce que la CPI, en tout cas mes avocats, prennent les dispositions pour qu'on puisse introduire, réintroduire ou réouvrir l'affaire de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est quelque chose qui plaît à Ouattara? Vous pensez que ça les met à l'aise? Vous pensez qu'ils sont contents de ça? Mais qui fait ça? C'est Laurent Gbagbo. Bon, Laurent Gbagbo fait pas ça, c'est PDCI qui fait ça. C'est PDCI qui fait ça. Hein? C'est PDCI qui fait ça. Ou bien c'est qui fait ça? Ceux qui ont lutté pour que Dramane soit au pouvoir, là, ils ont... Dites, le président Laurent Gbagbo, c'est une victime. Donc, c'est une victime de cette injustice qui consacre le 4e mandat, parce que c'est l'injustice là qui fait que Ouattara est président du 4e mandat. Si on veut annuler ce 4e mandat dont on n'est pas d'accord, il faut réparer l'injustice qui a été faite. Parce que si l'injustice est réparée, de facto, ça impacte ce mandat qui ne doit pas avoir lieu. Pourquoi les gens... Pourquoi le président maintient ça? On va pas aux élections. Mais il faut ça. Il faut ça. Parce que sans ça, tu ne peux pas arriver... Nous, on ne prend pas les fusils. Nous, on ne prend pas les fusils. Mais le fait qu'on ne prenne pas les fusils là, regardez comment les gens sont dérangés. Vous pensez que c'est facile de détenir en prison 2000 personnes qui simplement ont décidé de marcher? Quand le président décide de mettre en place une plateforme de personnes, en tout cas d'avocats, à l'effet de travailler à ce que il soit reconnu les droits des 2000 personnes emprisonnées là. Oh. Mais tout ça, mais c'est une façon de continuer à cristalliser l'actualité politique sur l'injustice et la dictature. Mais ça va avoir forcément son point d'ancrage. Je ne sais pas si vous comprenez. Peignan Koulibaly, n'oublie pas que non, tu m'apprends rien. Il faut que tu comprennes ce que je dis. Tu m'apprends absolument rien. Je suis en train de situer qu'est-ce que Laurent Gbagbo représente dans ce dans quoi nous sommes. Parce que si lui n'est pas là, c'est fini. Plus jamais vous n'allez retrouver la Côte d'Ivoire. Pendant qu'il est là, il donne ses dernières forces. Il maintient cette pression-là. Ne saisissons pas ça. Mais cachons-nous derrière des panels et puis on va tirer sur lui. Ou alors, suivons les gens qu'on paye pour les faire passer sur les plateaux télé, pour discréditer les leaders, les cyberactivistes qu'on réveille ça et là, des gens qu'on paye pour les faire introduire dans le PPACI, pour phagocyter le PPACI de l'intérieur, pour le vider de sa substance. Aujourd'hui, il y a une situation qui fait que on arrive à les extirper de nos rangs, on arrive à... Mais les gars, les autres partis ont abandonné, ils ont fui. Ou bien c'est Assalé Temogo qui a lutté pour vous. Hein? Assalé Temoko, il a déjà dit que Ouattara a fait braquage électoral. Mais c'est à nous de dire ça. C'est à nous de dire ça. Et le président, mais c'est une charge énorme que de se dresser, pas contre uniquement Ouattara, mais contre toute l'oligarchie occidentale. Puisqu'on sait que c'est eux qui sont derrière, c'est eux qui n'ont pas voulu qu'il y ait le désarmement. C'est eux qui ont créé ces conditions-là. Et ces conditions-là ont fait quoi? On crée cette injustice-là qui fait que Ouattara fait 4 mandats.
Bessigian, il faut continuer la lutte. La prison, là, c'est un passage obligé pour les pays qui veulent s'émanciper. Tout ce que tu vois aujourd'hui, ces pays fiers, libres, debout, qui vivent pleinement de leurs richesses, de leur sous-sol, de leurs ressources naturelles, là, ils ont battu le pavé. Faut pas pleurer parce que c'est une bataille de longue haleine. Je t'ai dit que les Sud-Africains, plus de 20, plus de 30, plus de 40 ans, en train de se faire massacrer. Ils ont ce truc. C'est parce que ce que nous sommes en train de faire là, mais ça dérange. Et il faut continuer cela. Ce n'est pas nous. Nous, on se décourage pourquoi? Qu'est-ce que nous, on a à perdre? Et puis, on s'est découragé. Qu'est-ce que nous, on a à perdre? Et puis, nous, on s'est découragé. Nous, on n'a rien à perdre. On a tout à gagner, au contraire. Mais qui a plus à perdre? Pourquoi on veut coûte que coûte museler tous ceux qui parlent contre le bois de Ouattara? Mais parce que ça va créer, comme je le disais, ça va créer un enlissement. Ça va finir par conditionner, par créer une forme de conjecture. Ça va créer les éléments qu'il faut pour notre salut. Si le président Laurent Gbagbo s'était tué contre Fouille là, est-ce qu'un jour, on allait arriver à là? Est-ce que c'était un baobab quand même? Est-ce que le président Laurent Gbagbo a eu à utiliser les armes contre Fouille? Mais est-ce qu'on n'a pas eu des acquis démocratiques? Est-ce que, in fine, on n'a pas fini par l'accompagner au pouvoir? Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas pu exprimer? Est-ce que, grâce à cette bataille-là, on n'a pas pu affronter à un moment donné l'armée française ici? Est-ce qu'on n'a pas fini par comprendre tout ce qui était orchestré dans le noir là? Est-ce que ça n'a pas fini par être mis à jour? Est-ce qu'on est... Aujourd'hui, on sait que mais c'est la France qui est derrière tout ça, l'ONU, tout ça. Donc, c'est pas un petit combat. Un petit combat, ça ne se gagne pas en 2 jours, les frères. Donc, parce que le président a dit non au 4e mandat, il y a eu un serment d'investiture, donc on laisse tomber, quoi. Ah, les gars. Nous, le président a besoin de nous. Il a besoin de nous. La lettre, c'est toujours la continuité du 4e mandat, avec un autre front qui est ouvert. Il dit quoi? Mon ami, toi tu bouffes dans ça, faut pas aller travailler si c'est l'argent de TikTok. Et bloquez ces conneries là, bloquez-les. Et puis tapotez s'il vous plaît. C'est pas la télévision ici. Les gars, mes admins même, ils bloquent même pas les gens. Attends, je vais faire monter un peu. Excusez-moi, hein, j'ai fait monter un peu. J'ai même pas encore expliqué même le fond de la lettre. Hein. Je suis juste resté en train d'expliquer. Non, mais Modo, Gogoli, c'est mes motos là, vraiment, peut-être il les paye pas, je sais pas. Il les jeté même. Non, pour rigoler. Black, ramène ta demande, hein, parce que tu étais en chose. Donc, je ne suis pas encore venu. Mariana, ramène ta demande parce que tu vas tomber tout de suite. Voilà, parce que comme il y a longtemps, tu avais... Les gars, arrêtez de tout confondre. Le président Laurent Gbagbo, là, il n'est pas fou. C'est pas un enfant. On va ouvrir encore une autre porte de la lutte. La lutte, elle est multiforme. Nous, on n'utilise pas les armes pour aller faire la lutte, frère. Nous n'utilisons pas les armes pour aller faire la lutte. Pourquoi les gens ont peur qu'on amène cette histoire en justice? Mais parce qu'ils ont utilisé des moyens non conventionnels et ces moyens-là ont débouché sur des massacres de personnes. Ces moyens-là ont débouché sur quoi? Ces moyens-là ont débouché sur des génocides. Donc, ils savent très bien ce qui les attend. Mais dans ce cas, il faut quelqu'un pour continuer à parler de ça. Il faut toujours cristalliser l'actualité. Sur ce fait-là, quand le président Laurent Gbagbo était à La Haye, là, est-ce qu'il y a une seule fois on ne parlait pas de lui? Il y a une fois on ne parlait pas de lui? On parlait de lui toujours. Et tout ça, ça a une incidence
clair, ça a un impact sur son procès qui s'est tenu à La Haye. Quand il y a une affaire, pourquoi quand il y a une affaire en justice, là, on continue de poursuivre l'affaire? Même quand tu n'as pas gain de cause, on te permet de faire des relances, c'est-à-dire de faire appel, de faire passer ça à la Cour de cassation, de faire passer ça ici, de faire passer... Pourquoi on le fait? Parce que il faut toujours maintenir la pression, il faut toujours continuer de dénoncer, il faut toujours, on arrive forcément à un point de non-retour quand c'est comme ça. Et les gens ne veulent pas qu'on parle. Pourquoi on nous met en prison? Si ce qu'on dit là, ça ne vaut rien, ça n'impacte pas, ça ne change rien. Si normalement, ça n'avait aucune incidence sur l'actualité. Hein les gars? On va maintenant, bon, avant de passer à la deuxième phase du panel, qui sera l'analyse de la lettre en elle-même, je voulais planter un peu ce décor-là, pour qu'on puisse prendre la pleine mesure de ce que le président est en train de faire, que beaucoup, malheureusement, ne comprennent pas. Est-ce que vous comprenez? La blouse Haïlé, c'est comment? Vraiment, merci beaucoup. Salut, Hans. Et toi, comment tu vas? Bonsoir, Iné. Bonsoir, Hans. Hans, bonsoir, bonjour. Aïe, il a monté la musique là. Il ne sait pas qu'il est monté. Voilà, voilà. À mon avis, Hans, ce que tu as dit, c'est exact, hein, mais je vais te dire un truc. À mon avis, les gens même, c'est même pas qu'ils ne comprennent pas. Pour beaucoup, hein, ils en veulent plus de pression. Ce que tu as dit là, non? Tous ceux qui sont là ont compris, hein. Les gens veulent plus de pression. Je peux me mettre un point là pour mon intervention. Les gens veulent plus. Ils disent, quand tu dis les gens veulent plus de pression, c'est-à-dire? Il y a certains peut-être qui n'ont... Certains peut-être, hein. C'est quoi la pression qu'ils espèrent, qu'ils attendent? Explique-moi, je vais voir. Ceux qui... Excusez-moi si je prends la parole sur le panel. Aïe, excuse-moi s'il te plaît. Excuse-moi. S'il te plaît, faut pas leur trouver des excuses. Parce qu'ils n'ont aucun droit d'ouvrir des panels et puis sortir des propos de ce genre sur le président Laurent Gbagbo. Ils n'ont aucun droit. Ils cherchent mieux. S'ils cherchent plus, qui rentre en Côte d'Ivoire, chacun de nous a les papiers ici. Il n'y a pas de clandestins ici. Donc s'ils attendent plus, qui rentre en Côte d'Ivoire, continuer le combat. Ils vont faire mieux que le président Laurent Gbagbo. Je vais me muter pour que tu continues la parole, mais je prends ma parole après. Merci. C'est bien que Hans m'ait posé cette question-là, parce qu'il y a effectivement deux groupes. Hein. Bon, ceux qui ont pris la clé des champs, eux, je ne parle même pas d'eux. C'est-à-dire, pour eux, là, je ne veux même pas m'adresser à eux. Eux, ils sont hors jeu. Ceux-là, je ne parle pas de ceux-là. Je vois ce que tu veux dire. Je ne parle pas de ceux qui ont pris la clé des champs, hein, qui ont fui, qui ont démissionné, qui disent ceci. Non, ceux-là, Annie, je ne parle même pas d'eux. Maintenant, il ne faut pas se considérer que c'est une grande masse, hein. C'est une masse de personnes. Moi, non, tu parlais de ceux la pression. Ceux qui sont mobilisés, ceux qui demeurent dans les rangs. C'est ça que je demande. Oui, ceux qui demeurent dans les rangs. Ceux qui demeurent dans le rang, je peux te rassurer que parce que bon, quand je t'écoutais, bon, c'est comme si tu voulais expliquer des choses. À nous autres là, tu n'expliques rien, Joe. On est là. Nous et tous ceux qui sont mobilisés, maintenons nos positions. Aïlé, tu voulais dire quelque chose? Tu voulais dire attends, quelque chose? La blouse, attends. Attends, la blouse, attends. La blouse, 2 secondes, tu vas parler. Aïlé, je te pose la question. Oui. Tu dis que des gens attendent qu'on mette la pression. Moi, je t'ai demandé quel genre de pression et qu'est-ce que les gens attendent par pression. C'est même pas les gens. Non, parce que si tu dis des gens, non, ça mélange les deux groupes. J'emprunte tes mots, en fait. C'est ce que tu as dit. Donc, cette pression, la pression actuelle, celle qui a été exercée depuis lors, hein, jusqu'à aujourd'hui, et qui continue avec la lettre qui est sortie par rapport à la Cour pénale internationale, le 8, qui n'est même pas une date choisie au hasard, là, c'est déjà excellent, ainsi. Mais
faut pas entendre ce que je dis comme si je m'adressais à ceux qui ont démissionné, hein, ou bien ceux qui... C'est une petite masse, un petit groupe de personnes qui n'étaient même pas déjà disposés à mener ce combat-là. Ce combat-là, quand on en parlait, dans le temps, rappelle-toi, je disais que c'est un marathon. C'est pas un 100 mètres. Ce n'est pas quelque chose qui va être fait dans les 3 jours, 2 mois, 3 mois. C'est quelque chose qu'on va maintenir pendant longtemps et longtemps encore et encore. Et la pression dont je parle là, c'est justement quelque chose qui va venir par... Qu'est-ce qu'on peut dire là? On peut dire par vague. Aujourd'hui, j'étais écouté. Quand il disait aujourd'hui, il y a eu des actes qui ont été posés. Aujourd'hui, on parle de la Coupe internationale et il y en aura encore. Et ce groupe de personnes mobilisées là, c'est à eux que je fais référence. Pas à ceux qui ont déjà jeté l'éponge ou bien ceux qui étaient même prédisposés à jeter l'éponge. Parce qu'il ne faut pas dire les gens. Ce n'est pas un groupe de personnes homogènes. Non, moi je ne vois pas ça comme ça. Quand à Yopougon, Gbagbo lui-même parlait et qui disait il y en a qui vont jeter l'éponge et que ça va, ils vont démissionner un à un. Et que tout le monde répétait avec lui. Bon, peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas compris la portée de ce qui était en train d'être dit là. Mais moi, ce qui me conforte dans ma position, et pourquoi est-ce que je suis en train de parler comme ça, c'est que quand on regarde en arrière, tous les acquis démocratiques auxquels tu faisais référence là, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est des choses qui ont été acquises l'une après l'autre. C'est des acquis démocratiques qui ont été obtenus l'un après l'autre. Et cette pression qui a été exercée même pendant cette élection, avant les élections et même après là, tous ceux qui sont là, ils attendent quoi? Ce pas des gens qui sont démobilisés. Hein. Ceux qui sont remis dans le rang, ce pas des gens qui sont démobilisés. C'est des gens qui sont là et qui marchent au pas de charge. J'écoute aussi des gens sur les panels. Certains qui peut-être, il faut les comprendre, du fait de leur âge pour certains, du fait de leur engagement pour d'autres, ne savent pas n'ont pas compris, n'ont pas suivi l'évolution de ce pays-là. Ils n'ont pas compris que ce dans quoi on est aujourd'hui là, ça n'a pas été obtenu en un bloc, en une fois. Ça a été obtenu vague après vague. C'est l'un après l'autre qu'on a pu obtenir ce qu'on a obtenu jusqu'aujourd'hui et que les gens essaient de détruire. Pour revenir maintenant à la pression là, je suis en train de parler des personnes qui sont mobilisées et qui n'attendent que de continuer à mener cette lutte-là. Quand il dit attendre, c'est pas je n'encourage pas les gens à l'attentisme, hein, à s'asseoir là et puis à ne rien faire. C'est chacun, depuis sa position, qu'on va... Il y en a qui sont des militants, il y en a qui sont de simples sympathisants et il y en a qui sont des activistes. C'est vrai que les activistes ont tendance à décrocher plus facilement que ceux qui sont politiquement engagés dans une idéologie. Ça, c'est vrai. Et il faut leur concéder ça. Parce que c'est comme le mot le dit même, c'est des activistes. Hein. Ils prennent un point, ils sont dans le combat pour des acquis bien précis, à un moment bien précis. Et il ne faut pas être étonné que ceux-là, après, soient plus ou moins fragiles sur le plan politique. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne suis pas en train de justifier ceux qui ont déjà décroché. Je ne m'adresse même pas à eux. Et moi, pour eux, ils ne sont pas dans le jeu politique. Je ne les vois pas comme étant le socle de ce groupe-là qui mène le combat depuis les années 90. D'accord. Je ne sais pas si on se comprend. Non, je comprends très bien. Tu sais que quand... je suis d'accord avec toi, Mais en fait, comme tu avais parlé de mettre la pression et tout, je voudrais juste te faire comprendre que par le simple fait que le président sorte pour à chaque fois marteler le fait que nous sommes dans une dictature, mais il n'y a pas plus forte pression que ça. Regarde par exemple la lettre qu'il a fait sortir, parce qu'on n'est pas encore rentré dans le fond de la lettre. Hein.
On a parlé de tout pour comprendre, pour situer pourquoi le président sort, pourquoi il le fait, pourquoi le président Laurent Gbagbo continue à chaque fois de se dresser contre le pouvoir Ouattara, alors que nous sommes plusieurs sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs partis et tout et tout. Mais il y a personne qui, de façon, comment je peux dire ça, honnête ou bien de façon courageuse, il y a personne qui ose affronter Ouattara de fond, si ce n'est le leader. Et ça, il n'y a pas plus grande pression que ça. Regarde par exemple, le fait de parler de CPI, réouverture de dossiers, tout et tout. Je ne rentre pas dans le fond, je suis dans la forme. Si tu fais une veille journalistique, pendant que il y a l'investiture du 8, mais en même temps, on parle de la lettre. Donc, il faut toujours masquer l'actualité qui vise à blanchir Ouattara où il faut opposer l'actualité de Ouattara au véritable enjeu. Donc, il faut masquer l'actualité de Ouattara par d'autres faits beaucoup plus importants. Et comme je t'ai dit, pour moi, ça, il n'y a pas plus grande pression que ça. Si tu fais la veille journalistique, comme je te disais, va voir tous les médias, ceux qui sont censés supposer Ouattara, ils sont obligés de parler de la question de la CPI. Et quand tu vois ce que Mel Tatit répond quand il est interrogé sur RFI et tout ça, parce que je te l'ai dit, un combat là, c'est dans la durée. C'est ceux qui ont le souffle là, qui continuent la lutte. Si tu abandonnes parce que tu estimes que celui qui est en face de toi est plus fort, mais c'est fini. Tu vois, et le président Laurent Gbagbo sait que si lui ne parle pas, c'est mort. C'est ce que je sais. En fait, c'est ça le but de mon message aujourd'hui là, de mon direct là. C'est ça. Si lui ne parle pas, ne reprend pas le flambeau de la lutte, si lui ne se décide pas, si lui, Laurent Gbagbo, ne fait pas ça, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus Ouattara qui est dérangé. Quand je fais, à la sortie de la lettre, je suis allé regarder RFI, Figaro, Yahoo Actualité, tous les journaux que tu veux, même les journaux ivoiriens, Fraternité, Matin, tout, mais ils ont été obligés de parler de ça. Et ça, il n'y a pas plus pression que ça. Quand Ouattara mettait la pression sur le pouvoir de Bédié, là, c'est quoi il faisait? Il s'assoit, il parle, et puis il y a un relais. C'est-à-dire qu'il y a un relais, mais qui va très loin, et ça met une pression sur le pouvoir, ça met une pression sur le pouvoir de Bédié. Quand on parlait d'ivoirité, à la vérité, ivoirité, c'était quoi? C'était rien de mal. Mais à force de parler de ça, dénoncer, ça fait passer Bédié, mais pour un ivoirité, donc quelqu'un qui sectarisait les Ivoiriens, qui ségréguait ou alors qui... Tu vois, ça crée tout n'importe quoi jusqu'à ce que ça atteigne son lot de pourrissement. Ça crée les conditions pour frapper son pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que le président fait là, c'est une pression de malade. Pourquoi tu penses qu'on essaie de le discréditer? Quand, aujourd'hui, cette histoire des Kipré, Stéphane et autres, qui vont... comment on appelle ça, aux élections. Quand le président sort et puis dit on va pas, et puis en son sein, il y a l'équipe, tous ceux-là qui étaient dans le PPAC, ils sortent pour dire on y va, ça veut dire que de l'intérieur là, on a tenté de faire quelque chose. Parce que si tu es d'un parti politique, et s'il y a un leader qui décide, et bien plus, si un comité central qui s'est tenu, d'où une majorité s'est dégagée pour adopter une posture commune, tu peux pas aller à l'encontre. Si tu vas à l'encontre, ça veut dire que là-bas où tu étais là-bas pour un but. Donc, si on essaie de fragiliser le PPACI à l'intérieur et qu'on n'y arrive pas, ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de discréditer celui qui porte les aspirations de la lutte. Si Laurent Gbagbo, il est passé pour un vil personnage, qui va le suivre? Est-ce que même quand il va parler de lettres à la CPI, même RFI va reprendre ça? C'est à cause de la force qui se dégage de son combat là. Parce que justement, il est crédible. C'est pour ça que tout le monde en parle. Mais ça jette une ombre sur la soi-disant investiture d'Alassane Ouattara. Et ça, c'est ça le combat. Maintenant, ceux qui disent qu'ils sont découragés, ils n'ont qu'à venir nous dire c'est quoi qui les décourage. C'est ça que je dis. Regarde. Quand les gens posent la question à Maître Altit, tu vois, j'allais reprendre ça, mais je vais prendre quelques-uns. Regarde ce qu'il dit. Il dit, pour la question de... Parce que on oublie que c'est suite à la guerre imposée par Ouattara qu'il est là en train de faire 4 mandats. Et cette guerre-là, comme elle n'a pas été jugée, vidée de sa substance, on a consacré une injustice qui permet à Ouattara de tuer encore les Ivoiriens de faire 4 mandats. Donc si on ne juge pas ce qui s'est passé, on sera... Mais c'est la lutte qui est... Mais c'est évident. C'est pour ça que Maître Tatit va répondre pour dire
Toutes ces questions-là, qui les a abordées franchement? Toutes ces questions-là, qui les a abordées franchement? C'est M. Tati qui dit ça. Hein? Toutes ces questions-là, qui les a abordées franchement? Mais c'est Laurent Gbagbo qui les a abordées franchement. Et comme il les a, comme il aborde ces questions-là, mais ça dérange et c'est la continuité du non au quatrième. Le combat a plusieurs formes. Et comme je te l'ai dit, ça a obligé tous les médias à en parler parce que Laurent Gbagbo est crédible. Le président, il était à l'AE, il était en prison. Il savait même pas s'il allait se faire condamner ou bien s'il allait être libéré. Il savait même pas tout ça. Mais il a eu une seule phrase à la bouche. On ira jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que les gens comprennent pour on ira jusqu'au bout? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas réussi notre lutte, on n'a pas gagné, on ne baisse pas les bras. Laissons les gens se moquer. Mandela, quand il était en prison, mais à un moment même là, tellement la lutte était truc, ils ont fait sortir un en leur 5 qui s'appelle Boutelesi pour casser l'ANC. Mais l'ANC a continué à battre le pavé. Eux, ils étaient tués, massacrés. Eux là, c'était pas caché, mais tout le monde a vu ça. Mais est-ce que eux, ils ont baissé les bras? Donc le président a compris que on ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas arrêter de dénoncer. Mais c'est le seul qui fait cela. Moi, c'est ça ma préoccupation. Et si lui ne fait pas cela, dans quoi on est? Donc ceux qui disent non, Babou, ils n'ont pas compris que si le président fait pas ça, Ouattara, il est en roue libre. Il n'y a pas plus grande pression que ce que le président est en train de faire. C'est pour ça que M. Tati dit, jusqu'à présent, là, qui a eu à aborder cette question? Qui a eu à dire qu'on doit aller à la CPI? Mais le gars de RFI, il allait beaucoup plus frontal. Il dit que ce dossier-là, ça semble viser Alassane Ouattara. Est-ce que nous on a dit le nom? Quand le président a fait sa lettre, là, tu as vu, il a dit Ouattara n'a qu'à aller à la CPI. Il ne l'a pas dit. Mais pourquoi la déduction de sa lettre ou la conclusion qu'on tire, c'est que c'est Ouattara qui doit aller à la CPI? Mais c'est que c'est à lui qu'on s'en prend. Et qu'est-ce que M. Tati va répondre? Il dit, moi je sais pas. Mais nous allons faire des communications, des conférences de presse. Mais frère, il n'y a pas plus pression que ça. Ça dérange au plus haut point, t'as pas idée. Ça veut dire que si vous avez un président, on sait que Poutine ne peut pas aller à la CPI, mais pourquoi on dit qu'il n'a qu'à aller à la CPI? Pourquoi on veut gêner ces démarches en matière de diplomatie? Pourquoi on veut empêcher qu'il s'étende? Pourquoi diplomatiquement on veut le restreindre en brandissant la CPI? Parce que ça va avoir une incidence. Ils pensent que ça va... Donc je vais dire que en faisant cela, quand M. Tati dit nous ferons des communications, des conférences de presse, en ce moment-là, frère, il te jure que eux ils pouvaient s'attendre à tout, sauf à ça là. Mais c'est dans la continuité du non au quatrième mandat. Parce que c'est cette injustice-là qui consacre aujourd'hui le quatrième mandat. Donc tous ceux qui ont eu à travailler à ce que Ouattara soit là, mais c'est eux là qui doivent être jugés. Et si on juge ça, c'est une façon aussi de mettre la CPI en face d'une certaine responsabilité. Maintenant, pourquoi, quand le leader fait ça, nous, on ne vient pas porter ça? Pourquoi nous, on ne vient pas porter ça? Et puis on dit non, il n'a pas donné mot d'ordre. C'est deux mots d'ordre là, Léa est sorti. Hein? Suite au fait qu'il n'a pas donné mot d'ordre, il y a eu des arrestations, des meurtres, des assassinats. En toute violation de nos lois. Mais ça là, on a commis des avocats, on a ouvert un pôle pour ça. Mais on n'agit pas en politique comme ça. S'il y a un seul individu, comme je l'ai dit, qui continue de mettre une forte pression sur le pouvoir de Ouattara, mais on doit le soutenir. Parce que si lui ne le fait pas, qui le fait? C'est le PDCI qui s'en fait élection là. Tu n'as pas vu Simon Do à l'Assemblée nationale? C'est un lâchage du peuple. Il dit ce qui est fait est fait. Ah bon? Mais ce qui est fait là, c'est le quatrième mandat. Or, s'il y a 4, il y a 5. S'il y a 5, il y a 6. Donc, il faut pas descendre du train pendant que le train est en pleine marche. C'est ça que le leader est en train de faire. Sinon, Laurent Gbagbo, il fait ça pour qui? Tu as vu son âge, non? Il fait tout ça pourquoi? Et je l'ai dit, si on l'écarte, si lui ne parle pas, qui fait ça? Mais au moins, on a quelqu'un qui fait ça.
C'est pour ça que d'autres personnes peuvent marmonner à côté, peuvent dire, oh, bon, supposons le président ne le fait plus, le président Laurent Gbagbo ne le fait plus. Qui fait tout ça? C'est pour ça que M. Tati dit, qui a eu l'audace de parler de ces choses-là, franchement? Donc ça ouvre des portes, frère. Il n'y a pas plus pression que ça. Tu t'amuses. Des Villepin, en 2004, quand il s'est trouvé, Laurent Gbagbo, il a dit à Laurent Gbagbo, tu vas finir la CPI. 2004. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je dis la chose suivante. Quand le leader sort, si les gens ne comprennent pas, ils n'ont qu'à se taire. C'est pas mieux. Nous tous, on est fatigués de Alassane Ouattara. Personne ne supporte ce que Ouattara est en train de faire aux Ivoiriens. Il n'y a plus personne qui veut ça. Même en son sein, il n'est porté à bout de bras que par qui? Que par cette oligarchie occidentale-là, qui le maintient. Donc ça veut dire que si on a toute cette horde de brigands à la solde de Ouattara qui l'aide à être là, ça veut dire que le combat a atteint un niveau beaucoup plus important. Donc en plus de traiter ce combat-là localement, on a décidé de le déporter sur la scène internationale. Je sais pas si tu comprends. Bon, je sais que tu comprends. C'est juste quand tu parlais de pression. Je voulais dire que le président met une pression, mais tu n'as pas idée, mais c'est à nous de pousser encore la pression encore plus loin. Et ça va atteindre un point où les choses vont péter. Alors, voilà le point. Voilà le point que tu es en train de dire. Termine ta phrase là, la dernière phrase. C'est à nous de pousser la chose. N'est-ce pas? Ouais, bien évidemment. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, tout à l'heure même avant de venir chez toi ici, j'étais sur un panel où la dame elle a mis comme titre du panel Gbagbo veut tout gâter. C'est ça le titre de son panel. Et il y a plein de monde là-bas. Ceux qui se sont, je veux dire, ceux qui sont fragilisés, moi j'aime pas trop parler d'eux. C'est comme ça, tu me connais. Même quand on veut régler les comptes, je dis les gars, allez régler ça en inbox là-bas. Moi j'aime pas parler d'eux. Je trouve ça normal, il y en a qui n'ont pas l'expérience. On va pas rester là à faire parler avec eux. Maintenant, ceux qui sont là, comme tu l'as dit là, s'il y a lieu de leur expliquer la chose, s'il y a lieu de mettre ce qu'on appelle l'emphase, appuyer là, c'est de cela que je parlais. Donc moi, si je parle à quelqu'un que je vois mobilisé, mais qui ne voit pas dans quel sens on est en train d'aller, et que je reviens vers toi, si tu me dis, quand tu parlais tout à l'heure, j'ai écrit dans le commentaire, j'ai dit, peut-être même qu'il ne faut pas aller trop dans les détails de l'objectif de la stratégie. Ouais, mais c'est pour ça que... Si tu te demandes même s'il faut parler... Non, je te coupe pas, je vais comprendre. Je te coupe pas. J'ai eu des conversations avec certaines personnes assez outillées. Et il me disait la même chose. Il dit, n'allez pas trop en profondeur. Parce que tout est une question aussi de stratégie, plus ou moins. Laissons les gens avoir leur propre pensée sur ce qui se passe, mais juste éclairons la lanterne des gens. Tu vois, non? Et la lanterne des gens à éclairer, c'est de dire que si c'est pas le président Laurent Gbagbo qui va mener ça, personne d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de le porter, c'est de le soutenir. C'est d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il est en train de faire, en fait. Tu vois, sinon, on va pas entrer dans les détails. Mais, bon, vas-y. C'était juste pour rectifier. Et puis, on va passer la parole à la blouse aussi. Tu l'as dit, c'est bon. Je pense que ça, c'est bon. Le fait maintenant, parce que si on multiplie les discussions là-dessus, tu sais comment ça se passe, hein? Les gens vont écouter, ils vont dupliquer, etc. Ça va, et puis, la chose va aller dans ce sens-là. Parce que si la lettre est sortie, et que sur le plan politique, purement politique, ça suit son cours, sur le plan de la communication, ça doit aussi suivre son cours. C'est ça le point. Je suis d'accord avec toi. Voilà, je vais passer la parole aux autres. Merci Aïlé. La blouse, c'est comment mon frère? Oui, Hans, comment tu vas? Ça va. S'il te plaît, après si tu veux répondre encore, tu vas répondre. Pour l'instant, je te donne 5 minutes, s'il te plaît, merci. D'accord, ok. Bonsoir, il est Annie. Bon, vraiment, Hans, à un moment donné, il faut que tu te reposes, hein, parce que si tu dois dépenser de l'énergie à t'expliquer, à défendre, vraiment, ça va être chaud. Parce que le combat, là, c'est le début du combat. Hein. C'est le début du combat. Voilà, il faut aller à l'essentiel parce que moi, parfois, je me pose des questions. Des camarades qui disent sont socialistes, démocrates, et puis qui savent pas exactement les pressions d'un démocrate. Moi, souvent, ça me fait de la peine. Il y a deux forces opposées. Il y a le dictateur et le démocrate. La pression d'un dictateur, c'est quoi? C'est de mettre les gens en prison, les bâillonner. Ça, tout le monde connaît. Maintenant, le démocrate, lui, il fait quoi? Il a deux pressions, diplomatiques, communicationnelles. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? On a déjà épuisé une partie, qui sont les marches, que les gens veulent utiliser pour nous mettre en prison. Mais on quitte la marche, ça c'est à la limite la révolution. On laisse la révolution et maintenant la diplomatie démarre. Maintenant, vous vous posez la question, quelle pression il va mettre? Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est une pression, c'est ça la démocratie. C'est un homme de droit. Il peut pas aller plus loin que ça. Mais seuls les politiciens comprennent.
Est-ce que vous avez imaginé l'écho que ce courrier-là a façonné dans le monde entier? Mais allez-y voir si les autres chaînes, allez-y voir si les autres chaînes étrangères, si vous avez les multiples chaînes étrangères là, allez-y. On ne parle même pas de l'investiture, on parle que du courrier du président Lombo. C'est ça une pression aussi internationale. J'aime mal quand des démocrates s'asseyent pour que ils veulent que le président Lombo dise, allez-y, mes enfants, allez vous battre, allez prenez temps, allez-y, prenez le poids. Mais c'est pas un démocrate ça. Donc, si vous n'avez pas ce combat de démocratie avec la patience démocratie ou bien avec la parole, comme fait Hans tous les jours, c'est là, il fait de la communication. Si vous n'avez pas ça, ça sert à rien de venir en démocratie. Parce que là-bas, là, c'est la parole et tout ce que la Constitution donne à un démocrate pour pouvoir se défendre. C'est pas pour prendre des bois, des cailloux, pour aller casser, mur pour enlever son opposant au pouvoir. Non, jamais. Il faut le démonter de façon démocratique, avec toutes les lois qui sont acquises à notre faveur. À un moment donné, on va pas expliquer tout. C'est pour ça qu'il dit que Hans, tu vas te fatiguer à donner des explications, alors que le combat vient de commencer. Il faut plutôt mobiliser les gens avec d'autres thèmes. Le courrier là, ce serait mieux que tu l'expliques de paragraphe en paragraphe pour que les gens ils comprennent, que de dire aux gens, voilà telle pression. Non, c'est fatigant, à un moment donné, c'est fatigant. C'est des camarades, mais après, c'est fatigant et c'est embêtant. Parce que c'est simple, tu pars dans un parti avec une idéologie et à un moment donné, parce qu'il y a un petit événement, tu perds même l'idéologie de ton parti. Tu veux passer à autre chose, à la dictature. Mais c'est n'importe quoi. Pour tous ceux qui ont suivi le président Gbagbo, qui ne connaît pas sa démarche, dites-moi un seul jour où il a levé le ton pour dire faites ça. Mais si vous ne connaissez pas la personne, d'abord, allez apprendre à le connaître avant de venir dans son parti. Si vous n'avez pas la patience, ça ne sert à rien de le suivre. Si vous venez pour prendre des armes, ça ne sert à rien de le suivre. Ça ne sert à rien. Et si vous ne le connaissez pas, apprenez à le connaître. Il n'a jamais perdu de combat. Hein. Ça, je vous le dis. Le multiparti, c'est de cette façon qu'il a obtenu. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Ça, tout le monde le connaît. Mais il a obtenu le multiparti. Les gens ne l'ont pas abandonné. Donc, si vous n'avez pas de souvenirs ou l'histoire sur la personne, ça ne sert à rien. Dans tous ces combats, il y a eu des emprisonnés, il y a eu des morts, il y a eu des Djali, pardon. Il y a eu des Djali, mais il a obtenu le résultat qu'il voulait. C'est pour ça que parfois je dis, Hans, le chemin qu'on est en train d'emprunter là, il y a des gens qui sont là, qui ont eu pitié de la situation que vivait le président Gbagbo. Moi, je ne peux pas leur tenir rigueur. C'est normal. Mais ce n'est pas des gens du grand chemin. Tu vois, quand tu vois les chaînes de télé étrangères et puis la chaîne de télé ivoirienne là, les chaînes de télé étrangères là, elles sont faites pour des grands événements. Dès qu'il y a une situation, elles sont présentes. Mais ta chaîne de Côte d'Ivoire RTI là, il y a eu problème à Bassam là, même pour aller même installer une caméra là-bas, c'est un problème. Donc, il y a des gens comme ça qui sont pas prêts pour des situations dramatiquement difficiles, mais qui aiment les situations événementielles où il y a du monde, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Les gens se sont jetés dans la politique. Il y a eu des gens qui ont fait de la reconversion, des gens qui parlaient de musique qui sont devenus en politique. Bon, celui-là, quand il va te parler de politique avec toi, Hans là, tu vas faire quoi devant lui? Tout ce qu'il va te dire, ça sert à l'envers. Tu vas comprendre quoi? Il va te fâcher tous les jours pour perdre ton élan politique. Et ça fâche. Et quand ça vient des camarades qui ont mené la lutte, mais vous avez lutté à la ici pour faire sortir le monsieur de la prison. Pendant combien d'années? 8 ans. Maintenant, pour des petites erreurs, d'après vous, ou bien des choses qui n'arrivent pas selon vous, vous vous mettez sur des panels et puis expliquez vos désarrois. Franchement, moi j'ai honte. J'ai honte. Je ne peux pas lutter, prendre le froid, aller à la haie pendant 8 ans. Et puis encore venir vomir sur le monsieur, je te jure que Dieu va me punir. Dieu va me punir. Si vous n'avez pas une bonne lecture de la politique qu'il fait. Mais moi je préfère, la dernière fois, c'est pas si tu n'as pas de souvenirs ici pour poser un problème, pourquoi vous me donnez des renseignements. Ah ouais. C'est pas ici, je vous ai appelé, je vous ai demandé les gars, je peux faire quoi, voilà la situation. Parce que je ne comprenais pas. Tout à fait, tout à fait. Vous m'avez donné les directives, je suis parti. Mais c'est ce qu'on doit se faire. Appelez à une bosse vos amis. Ah, moi là, je suis fatigué, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu comprends la chose? Mais quelqu'un peut il peut vous donner une bonne explication qui va vous apaiser et puis vous restez dans votre coin, vous prenez un bon moment de relais et puis après vous revenez sur la toile. Mais au lieu de faire des panels pour venir dire des choses qui sont pas vraies là, moi c'est ça qui me fait mal. Franchement, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité entre nous les amis, entre nous les camarades. Des vérités crues, faut pas on va se cacher les choses. Si tu n'es pas prêt pour la lutte, si tu n'es pas prêt pour le parti qui est là, si tu ne connais pas ce qu'on appelle une démocratie, si tu ne connais pas l'idéologie dans laquelle tu es là, ça ne sert à rien de faire chemin à le président Gbagbo. Ça ne sert à rien. En plus, dans ton combat, tu vas emporter des esprits faibles qui veulent maintenant apprendre à connaître cette idéologie. Et toi, dans ta colère, dans ton désarroi, dans tes énervements qui n'ont pas de sens, tu vas emporter beaucoup de personnes. Nous, on a besoin d'un capital humain très important à l'avenir. Donc, il y a des enfants de 20 ans, 25 ans qui sont en train de rentrer dans cette politique-là. On a besoin d'eux. À cause de vos roues casse-casse, il y a des petits qui sont en train de se décourager. Okay.
Et comme tu es un homme aguerri, moi je préfère que tu fasses des panels pour avertir tous les camarades. Celui qui ne peut pas, qui se taise, qui ne fasse pas de panel. S'il fait un panel, on va se grouper sur lui. Franchement, moi je te le dis, hein, moi, j'ai pas froid à ça. Hein. Moi, franchement, si moi aussi des panels, que par respect, je ne parle pas, c'est que tu as maîtrisé. Mais si tu n'as pas maîtrisé, franchement, on va s'envoyer vraiment dans la gueule et puis chacun se sépare. Parce que moi, personne m'a envoyé sur les panels. Hein. Moi, je suis venu pour dépenser une image. Moi, je n'ai pas d'image. Je veux dépendre une image, l'image du président Gbagbo. Celui qui va se mettre sur cette voie-là, lui et moi, on va se laisser. À un moment donné, il faut qu'on respecte ce monsieur-là. On ne peut pas lutter pendant 8 ans dans le froid ici, et puis des gens qui sont venus en moins de 2 mois là, ils vont venir l'insulter, lui manquer de respect pour rien. Pour une politique qu'ils ne comprennent même pas. Vous ne connaissez pas son calendrier, 1. Vous ne connaissez pas sa stratégie, 2. Et puis c'est vous qui vous playez du 1er au 31. Tu trouves ça normal, Hans? Toi-même, tu es dans le cœur même de l'histoire là. Est-ce que Gbagbo t'a appelé une fois pour dire, mon fils, voilà ma stratégie? Il t'a dit, c'est toi qui fais ta lecture pour voir ce qui est bon ou ce qui est mauvais, non? Ouais. Pourquoi il ne faut pas autant? Merci frère. Franchement, désolé, hein. Désolé, ouais. C'est aussi le temps. Non. Une motion, s'il te plaît, une petite motion. Ouais, vas-y. C'est une suggestion, les gars. Hans, pourquoi je suis intervenu là et pourquoi j'ai écrit dans les messages tout à l'heure là, c'est que la minorité qui a décroché ne pleurons pas sur leur sort, laissons-les couler. S'il vous plaît, les amis, j'ai écouté le frère qui vient de parler. Ce qu'on a conclu tout à l'heure là, remettons ça sur la table et invitons ceux, parce que dans toute cette communication là, l'autre fois il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très important. Être cyberactiviste, c'est pas forcément être politique en tant que tel, non. Il y a des gens qui savent causer, qui ont des panels de milliers de personnes. Ceux-là, on va les motiver à amplifier le sens de ce qui est en train d'être fait. Pour moi, actuellement là, comme tu l'as dit, on va aller se tuer la lettre. Allons-y. Et ça va venir. Crois-moi. Ça va venir comme d'habitude. Ouais. Ça va venir comme d'habitude. C'est ce que je pense. D'accord. Annie, tu as une motion avant que je parle. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, doyen Haïlé. Doyen Haïlé, tu vas m'excuser, mais moi, quand je t'entends parler, franchement, tu n'arrives pas à me convaincre. Parce que quand tu parles de minorité, cette minorité-là a de l'impact sur des esprits faibles. Parce que quand des gens qui se disent qu'ils sont gore et ils se lèvent le matin, ils ouvrent leur panel et puis ils font du babo bashing, je sais pas, il y a mes blessés à cause d'eux. Ils font du babo bashing. Doucement. Non, je suis trop énervé, je te l'ai dit. Je t'ai dit, je suis trop énervé. Doucement. Ils font du babo bashing. Et puis, de surcroît, comme si ça ne suffisait pas, ils se permettent d'adorer. C'est-à-dire que d'adorer ce rebelle qui a assassiné le peuple ivoirien, qui a mis la Côte d'Ivoire dans cet état-là, ils se permettent de les adorer. Vous pouvez accepter, c'est puis vous nous parlez de minorité. Ils font c'est la minorité, mais ils font de la manipulation. Comme c'était une motion, je vais me calmer tranquillement. Moi, je te laisse. Quand j'aurai ma prise de parole, je vais parler. Comme il y a une nouvelle personne, on va lui donner la parole. Mais je ne serai pas tendre avec eux. Ces gens, ça parce qu'il faut qu'on les recadre. On en a marre. Ils ont les papiers ici, ils n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire pour faire la guerre là-bas. Calmons-nous, Annie, calmons-nous. Tu as raison. Bon, moi, tu as parfaitement raison. Bon, moi, j'ai pas suivi ce qui s'est passé tout et tout. Mais calmons-nous, calmons-nous. La lutte est longue, tu as raison. Il y a certaines sorties, qui découragent, qui énervent en même temps. Mais il faut que nous, on garde le cap. Tu vois, le président Laurent Gbagbo, tellement il dérange, que ce soit, c'est-à-dire, il dérange tellement que on parle de lui en bien ou en mal, mais on parle quand même de ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça qui est le plus important. Tu vois, je prends toujours l'exemple. Bobo, tu as parlé, hein. Je vais faire quelque chose. Je prends toujours l'exemple de l'apartheid avec l'ANC. L'ANC, ils ont lutté pendant 84 ans. Voici des gens qui avaient toutes les raisons d'abandonner. Est-ce que les gens ont connu les massacres de Sharpeville? Est-ce qu'ils ont connu le massacre le maître de Soweto et tout, des enfants étaient massacrés? Non, en fait, les gens savent pas exactement la teneur des combats. Ça dit que on est dans quelque chose dont on ne peut plus reculer. Et c'est ce que le président est. Pourquoi le président en 80 ans il continue de lutter? Parce que la lutte, c'est ça, tant qu'elle n'aboutit pas.
tant qu'elle n'aboutit pas, tu as l'impression que l'adversaire en face de toi, il est imprenable, il est trop fort, c'est l'impression que ça te donne et tout ça. Mais si tu veux regarder ça, mais c'est fini. C'est-à-dire que tu as déjà perdu même psychologiquement avant de faire quoi que ce soit. Nous, on ne voit pas forcément Ouattara comme celui-là qui va empêcher qu'on réussisse le combat. Ouattara n'est pas plus qu'Oufoué de toutes les façons. Mais je dis quoi? Je dis que c'est cette force-là, cette abnégation, cette volonté de vouloir libérer la Côte d'Ivoire, c'est ça qui va nous faire gagner. Mais il y a un seul personnage, il y a un seul individu qui le fait, c'est Laurent Gbagbo. Donc soutenons-le. Parce que bon, tu parles sur lui. Bon, si bon, le président dit bon, je suis fâché, il parle plus. Qui j'ai? On a ouvert un levier important. Parce qu'on a compris que la bataille aussi, mais se passe à l'international. Le couteau dont ils se sont servis, mais justement pour permettre à Ouattara de faire ce 4e mandat-là. Mais c'est le couteau qu'on le leur amène. On déplace les faits politiques sur le plan exogène. Donc, on va à l'international. Quand on active le levier de la justice internationale, ça implique tout le monde, l'ONU, la France, tout le monde. Donc, ça crée le branle-bas là-bas parce qu'il y a des faits. Pourquoi le président est obligé dans la lettre, de revenir depuis son ascension? Il sait qu'on sait l'histoire. Mais c'est suite à tout comment on appelle ça, ces détails-là qui va donner la conclusion selon laquelle il faut juger ça pour que ce 4e mandat puisse cesser. Donc, on est en train de déplacer parce que le combat, il prend plusieurs formes, tu vois. Et le plus important, c'est de maintenir la pression. C'est de maintenir, c'est de montrer que il y a toujours une frange de la population qui n'est pas d'accord. Quand Ouattara tapait sur un Golan Bédia, ils étaient comme, mais il laissait pas. Il n'a jamais laissé. Il tape. Non, c'est ça. C'est lui. Comment on appelle ça? Ivoirité. Mais ivoirité, il y a quoi dit là? Il y avait rien dit, non? Donc, le relais, l'écho que ça a eu, la reprise de ces dits par les médias interposés partout, étrangers, tout ça, ça a fini de créer un enlissement et puis ça a fini de conditionner les gens à ce que, effectivement, mais il y a un dictateur au pouvoir. La preuve, on est quand Bédia est tombé, nous, tout le monde est sorti. Wow, pourquoi? Parce qu'on avait fini de nous conditionner pour dire que lui là, il n'est pas bon. Je dis pas que il a tout fait juste aussi, hein. C'est vrai, il y avait quelques imperfections, mais jusqu'à justifier un coup d'État. Mais c'est parce qu'on avait été conditionné par quoi? Par cette action répétée de dénonciation à non point fini là. Ça crée quelque chose. Mais maintenant, on a un leader qui le fait et puis nous, on le tape. Nous, on dit non, tais-toi. Ce que tu fais, c'est pas bon. Pourquoi? Moi, c'est ça que je dénonce en fait. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. Après Bobo, on va aller dans la lettre à proprement dit. On va décortiquer la lettre. Et puis, sans aller trop dans le fond, hein. Sans parler véritablement de la stratégie politique qui est derrière les relents à l'international, ce que ça implique. Quel impact direct ça a sur le pouvoir de Ouattara? La sortie de la lettre le 8 là, c'est pas fortuit, hein. Vous allez voir ce que ça fait tout à l'heure. Je vais sortir des choses là. Vous allez quoi? Bobo, vas-y. Merci Hans. Merci à vous qui êtes sur le panel en tout cas. Annie de Gbagbo, merci encore, ma chère. Merci. Mais allons-y doucement, tu as plein droit, tu as raison. Annie, c'est... Non, Annie a raison, parce que c'est énervant, en fait. Mais... C'est parce que Hans me calme depuis le matin. Hein. Sinon, moi, j'allais gâter dans leur visage du matin, là, sur le panel de Hans. Je ne suis pas dans leur bêtise, là. C'est parce que Hans me calme, sinon il allait tout gâter. Moi, je ne suis pas sur les panels pour me faire plaire à qui que ce soit. Si eux, ils cherchent de l'amour sur les panels, nous, on n'est pas sur les panels pour avoir de l'amour. Des rieneux comme ça, ils vont emmerder les gens. Vous avez les papiers, rentrer en Côte d'Ivoire pour faire la guerre, n'importe quoi. Oh, ouais, merci. Non, en tout cas, la confrère, elle est dans ses blindres aussi. Ouais, bon, donc, comme moi, je voulais dire là, je vais faire savoir tous ceux aujourd'hui qui font de ces panels qui essaient de taper sur Gbagbo là. Gbagbo ne fera pas ce que vous voulez là, ça c'est clair. Vous n'êtes rien en politique le concernant. C'est lui qui donne une marche à suivre et puis on suit. Vous n'avez rien à lui dire, vous n'avez pas un truc même, une feuille de route à lui donner. Est-ce que vous comprenez? Bande de plaisantins. Aujourd'hui, vous avez eu la chance d'avoir un monsieur comme Gbagbo Laurent. Dites Dieu merci. Voilà, aujourd'hui, on voit le PDCI, le président Yantia Mafu, il est en Europe. Aujourd'hui, on voit les députés qui s'asseyent, qui disent que ouais, il cautionne le 4e mandat. Ça ne vous dit absolument rien. Le monsieur prend la peine et son âge qu'il a. Il continue la lutte. Au lieu de le féliciter, au lieu de porter haut, vous vous asseyez, vous faites vos panels, vous vous asseyez parce que vous avez quelques connexions là, vous pouvez vous permettre de parler comme vous voulez, chacun vient dire ce qu'il a dit. Non, Gbagbo, c'est pas vos camarades, il ne fera pas ce que vous voulez là. Lui, ça marche à suivre là. C'est lui le politicien qu'on suit, c'est lui qui sait dans quelle démarche il est. Et nous, on sait que la démarche où il est dedans là, ça va porter ses fruits.
Et sans cela, on le suit. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils sont découragés, qui pensent que non, Gbagbo va marcher comme eux veulent là, dès maintenant, ils n'ont qu'à se retirer. Ils n'ont qu'à aller à la maison. Ils n'ont qu'à aller s'asseoir, ils vont se reposer. Le jour C'est Soro Guillaume là-bas. Comme c'est Soro Guillaume qu'ils adorent sur les panels maintenant, ils n'ont qu'à aller se mettre les rebelles là-bas. C'est clair. Ceux qui pensent qu'ils sont fatigués, ils n'ont qu'à rentrer, ils vont se reposer. Actuellement là, nous on sait là où Gbagbo veut nous amener. Vous pensez que c'est un petit travail, le monsieur il est dedans? C'est pas une histoire d'Alassane Ouattara. C'est une histoire du néocolonialisme. C'est un système qu'on veut abattre, on veut faire tomber. Donc c'est pas facile. Donc sa sortie là, ça a eu un impact. Un impact, c'est parce que vous n'avez pas les yeux pour voir. Vous voulez que tout se fasse comme vous voulez, mais ça ne se fera pas comme vous voulez. Impossible. Gbagbo, c'est pas votre ami, c'est pas votre camarade, c'est pas votre camarade de classe ou votre ami de chambre à qui vous devez lui donner des instructions. Non, non, non. C'est lui qui a la feuille de route, c'est lui qui parle. Sinon, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on sait qui sont ceux. La majorité de ceux qui se disent politiciens en Côte d'Ivoire, et tous ils ont consommé le 4e mandat. C'est le seul jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même avant qu'il ne fasse sa sortie du 8, là, il a dit qu'on ne laissera pas, que le but principal là, c'est non au 4e mandat. Alors vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il se déchire pour vous donner? Mais vous êtes méchant, bande d'ingrats que vous êtes. Vous êtes trop méchant. Respectez ce monsieur, accordez-lui du respect. Quand même, ça c'est la moindre des choses. Si vous êtes fatigué, rejoignez le RHDP. Puisque vous trouvez que Ouattara a fait le GPS. Ils n'ont qu'à rejoindre le GPS parce que leur panel là, c'est Soro Guillaume, le rebelle assassin là. C'est les éloges du GPS qu'ils font maintenant, des bandes d'imbéciles comme ça. Que GPS est structuré. Annie, calme-toi. Vous traitez. Annie, calme-toi. Faut te calmer. Est-ce que vous comprenez? Faut te calmer. Tu as raison, calme-toi, s'il te plaît. Vous voyez que vous êtes fatigué là. Allez-y vous reposer au lieu d'allumer votre caméra pour raconter des bêtises là. Regardez, si on parle même de partis politiques en Côte d'Ivoire, c'est respecter Gbagbo Laurent. C'est grâce à lui qu'il n'y a pas de parti politique en Côte d'Ivoire. Mais tu parti, c'est lui. Il a tenu 30 ans face à Houphouët-Boigny. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Houphouët puisse le reconnaître. Ils l'ont emprisonné, ils ont tué ses partisans. Mais en conclusion, on dit oui, on accepte. Le pourquoi tu te bats, on accepte. Mais attendez, vous voyez ce monsieur-là en votre camarade? C'est un fin stratège politique. Vous le voyez en votre camarade, vous le voyez en votre ami d'enfance ou bien. Si lui s'est arrêté et dit que Ouattara ne fera pas ce 4e mandat, il sait de quoi il parle. Donc si tu es fatigué, tu es un peu démoralisé, rentre à la maison, va te reposer, laisse les autres dans la lutte. Sinon nous, on a foi. On a foi à Gbagbo Laurent et on a foi à Gbagbo jusqu'à la fin parce qu'on sait que ce monsieur-là, dans son combat-là, il gagne toujours parce qu'ils ne l'ont jamais battu. Donc ceux qui ne savent pas, il ne faut pas venir nous raconter des bêtises qui doivent mettre pression. Il n'a qu'à mettre quel genre de pression? Pression qui met, si Ouattara aujourd'hui est son gouvernement, est-ce que vous savez l'impact de la lettre? Est-ce que vous savez ce que Gbagbo fait dans l'eau? Quand même, soyez sérieux là, respectez le monsieur quand même. Et au moins de la considération, même si vous n'êtes pas honteux, au moins pitié quand même. Vous faites exprès ou bien c'est quoi? Vous faites exprès? Vous pensez qu'il va vous dire sortez, allez-y, prenez les armes? Il ne le fera pas. Si ça vous compte, il ne le fera pas. Voilà, ceux qui veulent se décourager, qui se découragent encore plus. Parce qu'il ne le fera pas. Il ne fera pas ce que vous voulez là. Mais sa lutte, il va mener ça bien. Parce que lui, il sait que c'est un démocrate. Il sait dans les conditions qu'il a réunies pour faire tomber Ouattara, il sait qu'il va atteindre l'objectif. Et vous voulez quoi? Si tu es fatigué, va te reposer. Mais n'allume pas ta caméra pour raconter des sottises sur la toile. Non. On est désolé, ou bien tu trouves que Gbagbo il est lent en politique, ou bien sa démarche ne te plaît pas. Rejoins le GPS ou bien rejoins le RHDP, c'est clair. Nous, on a foi en lui là, nous on sait qu'il va atteindre l'objectif. On le suit. Nous, on n'est jamais découragé parce qu'on a un mental d'acier, on est focus. Et on sait que ce monsieur-ci t'a dit qu'il n'aura pas de 4e mandat, c'est qu'il n'aura pas de 4e. Il sait de quoi il parle. Oh, arrêtez de nous embrouiller là. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, frère As, tu n'as pas à mobiliser quelqu'un. S'ils sont fatigués, qu'ils aillent se reposer là. Ouais. C'est pas des politiciens, en fait, c'est des gens, ils ont monétisé leur compte, ils viennent, ils allument, ils pensent, ils se rejettent des nageurs, ils pensent que nous on est dans ça. Non, hein. Non, pas de l'avenir du pays et l'avenir de nos enfants. C'est de ça qu'on parle. Donc, si vous n'avez rien à faire là, taisez-vous. Ou bien faites des pauses publicitaires, prenez des articles, vendez sur le méta. C'est encore mieux que de venir raconter des bêtises sur le méta ici. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, Babou, vraiment. Ah, ça, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Oui, je vais descendre. Ce que je voulais dire, j'ai compris la colère des uns et des autres. Mais je reviens sur ce que j'ai dit. Mais attends, Aïdi, je ne pense pas que ce soit adressé à toi. Non, mais il faut que je dise ça puis je descende. Parce que si, tu sais, le leadership, là, à un moment donné, on n'accepte pas les responsables du parti en tant que tel. Mais je me dis, et peut-être que toi, Hans, tu as peut-être 200, 300 personnes qui sont là comme ça. Mais faut pas se sous-estimer. Tu peux occuper, sans t'en rendre compte, une position de leadership, ne serait-ce que sur le méta. De telle sorte que s'il y a
s'il semble y avoir des mobilisations, quelque part, je vais peut-être te donner t'arroger des rôles, mais ton rôle peut consister à remobiliser. Tu comprends ce que je veux dire, non? Ok. Quelque part. Et ça, c'est pas négatif. C'est pas mauvais. Et si moi, je te vois, bon, avec une guillemets, bon, je vais le dire, franchement, ta stature, quelqu'un monte ici, vous invectivez, je vais te laisse-le. Tu n'as pas fait ça. Toi, ton rôle là, c'est remobiliser quand tu sens qu'il y a de la démobilisation. Maintenant, peut-être pour d'autres personnes, je n'oserais pas le dire ainsi, parce que je ne vais pas aller, peut-être par rapport au lien qu'on peut avoir établi, leur dire ça. Mais c'est ça le sens de mon intervention. Voilà. D'accord, je ne dis pas qu'ils sont en train de m'invectiver, moi, mais je vais juste mettre ce point-là pour que, et c'est ici que je suis en train de le dire, je ne l'ai pas dit ailleurs. Nulle part ailleurs, je suis intervenu sur cette question-là. C'est maintenant là que je suis monté sur un panel pour dire, voilà aussi mon avis. Et ceux-là qui sont en train de faiblir là, crois-moi, on peut leur jeter des petites pierres, mais gardons un peu de place. Et excuse-moi, tout le monde n'est pas fait pour la terre promise. Aïlé, tu comprends un peu? Tout le monde n'est pas fait pour la terre promise. Donc celui qui ne croit pas là, qu'il aille, comment on appelle le côté. Allez là, nous on est trop concentrés, trop focus, frère. Pour que quelqu'un va venir nous dire que non, Gbagbo est dans une démarche. De ce qui va se passer ensuite en 2002. Pour ceux qui ont bien suivi cette partie, Kifi l'a tellement bien dit, donc je vais faire ça en 30 secondes. Les corps qui étaient là, on a dit qu'ils étaient militants du RDR, mais on a surtout dit qu'ils étaient musulmans. Donc, les gens avaient déjà prévu la crise identitaire, ou la pseudo-crise identitaire, a déjà prévu lancer ce venin-là de crise identitaire dans le pays. Rappelez-vous qu'en 2002, quand les gens font leur action, on entend bien Soro Guillaume qui dit qu'avant on ne pouvait pas porter de boubou. Donc, ils ont fait ça parce qu'on pouvait porter des boubous. Donc, le lien de la religion entre les corps qu'on voit coucher, à qui on attribue une religion, comme si on pouvait savoir qu'un corps était chrétien, bouddhiste, musulman ou athée, ils le font. Donc, c'est là le germe de la crise identitaire. Ensuite, il dit quoi? Il dit que beaucoup accusaient les gendarmes et il montre son caractère d'opacité vis-à-vis de la justice. Il dit, il a favorisé un jugement. Pour dire que là où on a accusé des gendarmes, lui, Laurent Gbagbo, quand il a pris les rênes de l'État, il a fait en sorte que il a laissé la justice travailler. Et ces gendarmes ont été innocentés. Mais les gens ne sont pas arrêtés là. Il rappelle que à 2 mois de sa prise de fonction, alors qu'il n'avait encore rien fait, les gens avaient déjà commencé des tentatives de coup d'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en 2 mois, on n'attaque ni sa gestion, on n'attaque ni le caractère démocratique ou pas de sa gestion, on n'attaque ni le fait qu'il y ait une cabégie ou pas dans sa gestion, bonne ou mauvaise gouvernance. Non, c'est-à-dire que les gens étaient dans un plan commun d'attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, l'attaque qui a eu lieu 2 mois après son investiture était la suite des règlements de compte du coup d'État de 99. Donc, ils n'ont rien à voir avec lui. Et il le dit très bien. Il dit ce commando a été vaincu. Et maintenant, il part sur le 18-19 septembre. Qu'est-ce qu'il dit? Les gens ne font pas attention, mais il dit un commando a été vaincu, les survivants ont replié à la frontière burkinabé. Et donc, il dit ensuite, un commando d'une certaine grande envergure franchissait les frontières du Burkina et pénétrait en Côte d'Ivoire. Il entend dire quoi? Ce n'est plus un conflit ivoiro-ivoirien comme les gens l'ont prétendu. Une fois que des gens sont dans un autre pays, on leur offre gîte et couvert et qu'ils attaquent un autre pays, on est en face donc d'une action qui est une action de guerre internationale, puisque c'est 2 pays finalement. Ok? Même s'il y avait des Ivoiriens devant, on peut logiquement penser que toute la logistique était fournie par le Burkina Faso. Et après, on l'a su. Donc, il est ici en train de dire que la France, en ce moment, souvenez-vous, le président avait essayé d'activer les accords de défense avec la France. Donc, quand il parle de là, il veut dire quoi? La France a refusé les accords de défense en disant que c'était une affaire ivoiro-ivoirienne. Donc, la France s'est fait naturellement complice de ce qui s'est passé en refusant d'activer les accords de défense alors qu'il était de notoriété commune que les gens étaient venus du Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc là, il est en train de dire quoi? La France a été complice de cet événement. Et là encore, il salue l'armée régulière de ce moment-là. Bon, mon temps est fini, donc donne-moi 2 minutes. Je te rajoute 5 minutes. Je te rajoute 5 minutes, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc là encore, il salue... Tu peux prendre des minutes, hein. Merci, Golden. Il salue... Là encore, il vient saluer les gendarmes, les militaires qui ont réagi. Ok? Donc, pour ne pas faire trop long, je voudrais dire juste ça. Premier point, rappel historique, et il montre la fibre ethnique
qui était déjà utilisé depuis le départ. Il montre le fait que la France n'ait pas activé les accords de défense alors que les gens venaient du Burkina. Il démontre que 2 mois après, il y a eu des premières attaques dont ça n'avait rien à voir avec lui ni sa gestion. Il démontre ensuite qu'il était en Italie, mais comme il aime le pays, il est rentré dada, ok? Et il montre ensuite que à partir de cet instant, les gens, au lieu de chercher à comprendre la situation, au lieu d'activer les accords de défense, ils nous ont plongé, d'accord, avec la CEDEAO, dans plusieurs types d'accords pour favoriser le pourrissement de la situation. Et il termine par ça, cette première partie, mais le pays était déjà divisé géographiquement. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma première partie. Plus tard, je vais intervenir quand il parle des rebelles, de leur nationalité, et puis il descend jusqu'à la CPI. Donc c'était là la première partie, parce qu'il y a tellement d'informations, je voulais pas rush quoi, donc je m'arrête là. Merci. D'accord. Merci Tanguy. Golden. Ouais, merci pour ta passette. Pas de souci, c'est la famille. Maman Annie, la grande sœur Annie, sois saluée. Tu vas bien, petit frère? Oui, ça va. On a débuté avec la neige ici, hein. Donc on est dans le froid maintenant, on est caché dans la maison. Ok, ça va aller. Ok, merci grand frère Hans, merci grand frère Tanguy, soyez tous salués. Particulièrement, moi j'ai lu la lettre, j'ai parcouru toute la lettre et il y a des points clés de la lettre qui ont attiré mon attention concernant le président. Et je vais en citer l'appel à la CPI via son avocat Maître Altit pour ressaisir et puis rouvrir le dossier. Parce que remettre sur la table le problème de la guerre en Côte d'Ivoire, en fait. Et ça, c'est une façon qu'il a faite pour dérouter un peu beaucoup de personnes, surtout les tenants du pouvoir actuel. Mais il y a un autre point qui m'intéresse bien. Justice et vérité. Mine de rien, quand il dit tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. Là, grand frère Hans, c'est une manière d'attirer l'attention de la CPI. C'est comme si ils sont en train de tourner avec l'affaire et ils se rendent complices de ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Comme si cette crise, ils l'oublient, ils maintiennent le flou et puis ils laissent les choses se passer sans continuer. Mais c'est 10 ans notre président a fait à la CPI. Il faut continuer la justice. Et il revient, on entend 15 ans, 5 ans, plus encore, rien n'est fait. On laisse le sujet comme cela. Donc, comme vous ne voulez rien faire, moi quand je regarde le président Laurent Gbagbo, quand vous ne voulez rien faire, moi je vais attirer votre attention par mon avocat pour que vous réouvrez le dossier. Parce qu'on a l'impression que vous êtes en train de fermer le dossier. Une autre chose qui a plus attiré mon regard, dans la lettre, il est revenu sur la crise politico de 2000, notamment sur la rébellion de 2002 et ensuite sur la crise post-électorale. Quand on regarde tout ceci, c'est comme s'il a pris tout depuis le départ, depuis le début. Parce que quand tu regardes bien la CPI, eux veulent s'arrêter où? Sur une affaire de crise post-électorale de 2010-2011. Mais non, où ça a commencé? Et puis où on s'en va? C'est-à-dire le président, il a tracé le chemin. Où ça a commencé? Où on doit prendre le débat? Et puis où on s'en va? Votre affaire de braquage de BCAO là, oubliez ça. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de prendre pour venir remettre ça en selle. Pour venir essayer de contourner le débat, non. Donc, il y a aussi la critique des acteurs internationaux. J'aimerais, parce que je sais que mon temps va arriver, mais quand Gbagbo évoque le rôle de l'ONU et de certains pays occidentaux dans la précipitation des élections qu'ils considèrent comme ayant aggravé la crise, mais c'est normal. Parce que cette crise-là, on a vu beaucoup de choses. Beaucoup de pays s'ingérer dans cette crise. Beaucoup d'acteurs même qui se disent des hommes de paix, mais ce sont eux-mêmes qui sont venus aggraver la situation. Donc, en clair, dans ma première prise de parole, moi, c'est ce que je vois d'abord. Après, je pense qu'on va parler des hommages aux victimes, mais, il est en train d'étaler tous ceux qui sont à la base de cette crise et les mettre à nu aux yeux du monde entier. Donc, on attend, qu'est-ce qu'ils vont nous dire par la suite et qu'est-ce qui va se passer. Voilà ce que j'aimerais dire dans ma première prise de parole. Merci, grand frère Hans, je suis là. Wow, super, Golden, merci. Très bonne analyse. Reste avec nous, hein. On n'a pas fini la lettre, c'est 4 pages. On va décortiquer. Il y a des points importants qui, moi, le président a cité des noms, hein. Voilà, il a cité des noms clairement définis. Voilà, il appelle à la justice, mais ici des noms. Donc ici des contemporains de ce qu'il y a lieu, de ce qui s'est passé.
Donc, les gens qui étaient pressés, ceux qui ont dit que si eux ils parlent, Gbagbo va être condamné à 50 ans là. Là, non, on a dit ça dedans. Ils vont aller condamner Gbagbo. Non, c'est pour rigoler. Mais il y a des points clés sur lesquels le président a mentionné qu'on va revenir là-dessus. Bounty, est-ce que tu es là? Bounty. Allô? Ouais, je suis là. Bonsoir. Non, oui. Alors, bonsoir Annie, bonsoir à toi-même, Hans, La Blouse, Tanguy, je vois pas bien, Orience, Golden, Aïlé, Bobo. Bonsoir tout le monde. Alors, moi je vais rebondir sur la première partie. Le président, on a dit, mais je vais revenir. Le président, il a établi des premiers faits en fait. Il a fait la chronologie des choses. Ça a commencé par la découverte de ce charnier et il a usé une fois de plus de sa transparence. En mettant tout en œuvre pour que le procès se passe de façon équitable, soit connu de tous, afin que la lumière soit faite sur les différents responsables de ce charnier-là. Au sortir de là, les gendarmes en question, les mises en cause ont été innocentés. D'accord. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Normalement, quand on revendique quelque chose et que à la suite de ça, on se rend compte que cette chose qu'on a revendiquée, elle est fausse, on s'abstient. Mais derrière, les gens ont continué leur action. Il y a eu des attaques et tout jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo rentre de l'Italie. En fait, en le disant, il nous amène à comprendre que les gens, en fait, ils avaient déjà établi leur plan. Ils avaient déjà tout établi. Il y avait une chronologie qui était là. Ils attendaient juste le bon moment, que je vais appeler le kairos, pour passer à l'action. Donc, les revendications là, elles étaient infondées. C'est aussi simple que ça. Voilà. Quand un certain Adolphe, pour pas dire son nom, avait émis de mettre toute l'Europe sous sa tutelle, il a commencé par un fait banal. Il a envoyé ses gars pour aller brûler la Reichstag, qui est le Parlement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a accusé les communistes. Et derrière, puisqu'ils étaient déjà majoritaires au Parlement, ils ont éjecté les communistes et ils ont pris la totalité du Parlement pour ensuite asseoir sa politique pour réaliser son fantasme. Donc, on est dans le même cas de figure. Les gens, ils avaient déjà en tête une rébellion. Mais on ne peut pas venir parler de rébellion sans revendiquer une cause. Donc, fallait passer par ce charnier-là, en fait, pour mettre en exécution notre plan machiavélique. Voilà, donc les gens, ils n'avaient aucune, on va dire, aucune cause, sinon ils n'avaient aucune raison d'attaquer la Côte d'Ivoire. Mais comme ils avaient déjà prévu ça, ils ont attaqué. Maintenant, quand ils parlent de la proximité des événements, mais ils nous montrent ici à aucun moment, ils l'ont laissé travailler. Donc, quelqu'un que tu n'as pas laissé travailler, comment est-ce que tu peux venir l'accuser il n'a pas travaillé, il n'a pas, comment on appelle ça, mis en sécurité les Ivoiriens, alors que, fraîchement élu, il a été attaqué. Donc, tout ce qui s'est passé n'est ni le fait de Gbagbo, ni le fait de son gouvernement, mais au fait de ces rebelles qui avaient déjà prévu tout pour attaquer la Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter là, merci. Merci Bounty. Très belle analyse. Et puis les exemples que tu as pris sur le gars là, c'est exactement, c'est bon, c'est un bon lien quoi. Effectivement, merci. C'est qui? La Blouse, non? La Blouse. Tu es là? Oui, je suis là. Vas-y, frère. Merci beaucoup. Bonsoir Tanguy, bonjour Bobo, Annie, Gouti, Aïlé et Golden et puis rien. Moi, vraiment merci Golden. J'irai dans la même veine que Golden. Mais à ma façon, je vais expliquer. Parce que, vous voyez, ils ont été très malins, eux. Eux, ils ont circonscrit la crise. C'est-à-dire, ils ont délimité ça à partir de 2010. Mais le président Gbagbo, si vous vous souvenez très bien, il a dit dans la crise que nous sommes, et pas depuis 2002. Il a dit depuis des années. Si vous voulez avoir une paix réelle, toutes les crises qui ont commencé à partir de 2000, faut les mettre sur la table. Donc, dans le premier paragraphe que tu viens de lire, c'est fait exprès, c'est fait à dessein, pour que tout ce qui a été fait pendant sa prise de pouvoir soit mis sur la table. Alors que eux, comme ils savent que à cette époque, ils ont commis des crises, ils ont commis des gaffes qu'ils veulent cacher. Donc, du coup, ils savent circonscrire cette crise-là à partir de la crise électorale. Donc, voilà. Parce que là, si tu vas dans le deuxième paragraphe, ou bien, je sais pas, l'entête même, il dit, pour avoir une paix réelle, il faut qu'on fasse la justice. Mais la justice, ne doit pas être faite qu'à partir des élections 2010. Parce que il y a eu aussi des gaffes qui ont été faites
à partir de 2000. Il a été accusé en 2000. Pourquoi il a donné cette précision au niveau je sais pas, des forces communes et autres là? Mais parce que ces délais est parti toutes les tueries, les galis que la Côte d'Ivoire a connues. Et il a démontré encore, si tu te rappelles très bien sur les panels à l'époque, quand tu les parles, que la vraie crise a commencé en 2000. Non. Ce qui s'est passé à la CPI, c'est au niveau des élections. Mais pourquoi? Parce qu'il fuyait toutes ces crises en 2000. Heureusement que le frère l'a rappelé tout à l'heure, Golden. Parce que là-bas, ils ont beaucoup plus à faire du tort à la Côte d'Ivoire. Parce que tous les procès qui se sont passés à cette époque, ils les ont tous perdus. Ils les ont tous perdus. Même je sais pas comment j'appelle ça. Ces forces communes ont le truc de charnier. Ils l'ont perdu. Les gendarmes ont été relâchés. Mais ils n'ont jamais voulu mettre ça sur la table parce que ça va leur faire une défaveur au niveau de la politique. C'est pour ça que le président Gbagbo repart sur l'année 2000 pour ramener tout le monde à la table pour qu'on discute de tous ces problèmes-là qui partent de 2000 jusqu'à la pause électorale. Parce que la pause, c'est juste une élection où ses amis se sont invités là-dedans pour circonscrire la chose pour que Gbagbo soit au moins défavorisé. Parce qu'on dira oui, c'est lui qui a refusé d'être combattu, qui a refusé d'avoir perdu les élections. Voilà pourquoi la crise a éclaté. Or, la crise est partie depuis de 2000. Et eux refusent d'entendre ça. Donc moi, je pense que s'il a fait à dessein pour qu'on reparte sur les bases même d'où vient la crise avant de venir en 2010. Donc, ça a été un peu fait à dessein pour qu'on comprenne un peu que tous ceux qui ont dit n'importe quoi à son sujet à partir de 2010 comprennent que cette histoire de 2010, ça a été un complot à son encontre. Mais la vraie crise commise en Côte d'Ivoire, débutée en Côte d'Ivoire, est partie depuis son accession au pouvoir. Parce que bien avant, il y avait des crises. Mais pourquoi ça a accentué? C'est dès qu'il a pris le pouvoir parce que eux là, l'international là, ils n'ont jamais souhaité que ça soit lui. Mais ils l'ont dit eux-mêmes. C'est une erreur qu'ils ont commise. Le fait de le voir. Ils l'ont pas vu venir. Et donc, quand ils ramènent cette crise, ils ramènent ça sur la table de 2000. Moi, je comprends déjà le plan Gbagbo pour que tout soit nettoyé. Et si vraiment on veut accéder à une paix réelle, il faut que tout parte à partir de 2000, qu'on mette tout sur la table. Et puis, bon, on règle le problème pour une bonne fois. Donc, voilà un peu ce que moi j'ai compris. Et je sais que ça sera à leur défaveur. Ça, je sais très bien. Si vraiment on part jusqu'en 2000, je crois que il y a plus de gaffes qu'ils ont commis là-bas qu'en 2010. Merci. Merci la blouse. Merci beaucoup. Haïlé, avant de passer la parole, je voudrais revenir sur quelques points de la lettre du président. Il y a 2 points qui m'ont un peu interpellé. Vous voyez, quand la rébellion se fait et tout ça, le président dit la chose suivante. Il y a eu un balai diplomatique, donc on sait, à Accra, il cite qu'il y avait le général Yassine Bey Yadema qui avait été désigné et tout ça, comme médiateur et autres. Et puis, bon, ils sont partis à Marcoussis et tout ça. Mais ce que je tiens à préciser, déjà dès Marcoussis, la question du désarmement avait déjà été évoquée. Et le désarmement devait se faire le 15 décembre, je crois, 2003. Marcoussis, c'était en janvier, si je ne me trompe. Et le devait se faire le 15 décembre 2003. Qu'est-ce que Marcoussis a fait? Marcoussis a demandé à Laurent Gbagbo de céder une partie de ses pouvoirs à un premier ministre élu, ou bien même de céder